Bonjour, bienvenue. Mon nom est Anthony Mac. Je donne des ateliers depuis environ 5 ans, des ateliers de boulangerie. J'ai eu la chance de former une centaine de gens qui participent de 10 ans à 77 ans, des gens de tout âge qui ont le goût d'apprendre à faire du pain ou qui en faisaient puis qui ont oublié, qui voient de nos jours un peu que manger des choses préfabriquées, c'est pas l'idéal, puis des choses simples comme faire du pain, ça vaut la peine. Surtout ces temps-ci, on est tous pris en quarantaine, fait que c'est une belle activité à faire. On a le temps pendant notre journée de juste partir notre pâte puis la laisser aller, puis le soir on a un pain frais, chose qu'on ne pourrait pas faire normalement si on devait se rendre au travail. Donc je trouvais ça agréable. On m'a demandé de faire des ateliers vidéo vu qu'on ne peut pas se rencontrer. Mon garçon, que je remercie beaucoup, avec qui j'ai découvert qu'il avait des grands talents de montage vidéo, m'aide beaucoup à tout faire ça, parce que c'est quand même beaucoup de travail de montage et de préparation. Mais on est bien fiers des résultats, et on espère que vous allez l'apprécier, vous autres aussi. Techniquement, je ne suis pas un boulanger à temps plein, je suis un autre métier, mais j'ai un diplôme de l'École hôtelière de Montréal en boulangerie-viennoiserie. Je suis un passionné du côté scientifique du pain, parce qu'il y a vraiment autant de science dans le pain que dans des grandes expériences de laboratoire. C'est important de comprendre la logique du pain pour faire du bon pain. Le pain, c'est pas une recette qu'on suit à la lettre, il faut comprendre les étapes, la logique, ce qui se passe. Le pain, c'est un produit de fermentation, un peu comme le vin et le fromage. Puis ça, on ne le réalise pas tout le temps. Puis on le redécouvre tranquillement, pas vite, puis on est en train de redonner les lettres de noblesse au pain. Il y a beaucoup de monde qui boude le pain, il y a beaucoup de monde qui ont crié après le pain parce qu'ils ont dit que c'était pas bon. C'est vrai que le pain d'usine tranché à sandwich mou, qui est bon pendant 6 mois sur votre comptoir, c'est pas très bon pour la santé. Mais un bon pain avec une bonne farine, bien fermenté, bien travaillé, puis dans lequel vous avez mis bien de l'amour, dans ma tête, il y a quand même quelque chose de bon là-dedans. Et à travers les ateliers, je vais essayer de vous montrer différentes façons de travailler le pain. Il va y avoir 4 thématiques d'atelier. Le premier qui est de l'introduction. Alors, on m'a demandé de faire ça court, donc c'est un atelier de 10 minutes qui normalement dure 3h30, 4h. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous donner des façons de me rejoindre pour que je puisse vous aider, soit par des ateliers en direct, ou soit par un courriel, ou quoi que ce soit. Il va y avoir un atelier pizza où est-ce qu'on va faire de la pizza ensemble, on va faire des focaccia, bien agréable, toute la famille peut participer. Il va y avoir des ateliers où est-ce qu'on va parler de pain santé, comment rendre notre pain un peu plus santé avec des choix de farine. Il va y avoir un atelier de pain sucré où est-ce qu'on va faire des brioches à la cannelle, des choses comme ça, des pains dessert plus. Et si on a le temps, on va travailler aussi un atelier qui parle juste de fermentation. Et idéalement aussi, j'ai eu beaucoup de demandes des pains sans gluten. On va travailler avec des farines qui contiennent moins de gluten, moins de protéines que d'autres, pour ceux qui en ont besoin. Donc, j'espère que vous allez apprécier. On a mis beaucoup de temps et d'amour et d'efforts là-dedans. On n'est pas des professionnels. On espère que ça va bien aller. On espère que vous allez être compréhensifs et que vous allez apprécier, que vous allez apprendre. Fait au plaisir. Donc, on commence toujours en se lavant bien les mains pendant 20 secondes. Tout le monde connaît la chanson de Bonne Fête 2 fois. Tout le monde commence à avoir les mains gercées. Donc, pour faire du pain, ce que vous allez avoir besoin, c'est très peu de matériel en fait. Premier matériel que vous allez avoir besoin, c'est un bol, un cul de poule ou quelque chose d'assez grand où est-ce que vous allez pouvoir mettre vos ingrédients. Des balances idéalement, des balances numériques si vous en avez. Moi j'en ai une grande puis j'en ai une petite pour des petites quantités comme le sel, la levure. C'est pas obligé d'avoir les deux, mais si vous avez quelque chose quand même assez précis, ça va être pratique parce qu'on mesure mal avec une tasse, mais on peut mieux réussir avec des balances. Du sel, n'importe quelle sorte. J'aime mieux du sel de meilleure qualité, ça a un meilleur goût, mais ça ne fait pas une grosse différence. De la levure instantanée, Fleischmann. Il y a plusieurs sortes à l'épicerie, on va en reparler tantôt, la différence. De l'eau, dans mon cas, j'ai pris de l'eau Brita filtrée parce que des fois l'eau goûte beaucoup le chlore, à Laval surtout. Donc de l'eau ordinaire. Et de la farine. Dans ce cas-ci, j'utilise de la bonne vieille farine traditionnelle, tout usage. C'est sûr qu'on peut prendre des farines biologiques, des farines un peu plus fancy. Mais dans ce cas-ci, moi, je vais juste vous encourager de prendre soit de la farine blanche, non blanchie, ou de la farine à pain, de la farine blanc de ménage qu'on appelle. Tout simplement parce que c'est des farines qui n'ont pas été justement blanchies. Donc, on ne les a pas passées à travers un processus de peroxyde pour les rendre plus blanches. C'est plus une couleur naturelle. C'est spécial qu'ils font ça encore dans les farines, mais bon. Vous allez avoir probablement dans les liens un peu en bas de page des feuilles avec des recettes, la recette qu'on va suivre, des étapes de production et des petits conseils aussi variés. Dans le cas de ma recette, vous pouvez la faire à farine blanche uniquement,
Mais vous pouvez rajouter aussi une certaine quantité de blé entier selon votre tolérance au blé entier ou la quantité que vous voulez mettre. Vous pouvez prendre la farine ordinaire ou vous pouvez prendre dans ce cas-ci de la très bonne farine. Moi, j'utilise la farine Légaré qui vient de Saint-Eustache, qui est vraiment excellente, qui va rajouter un bon goût. Mais plus vous en mettez, plus c'est difficile à travailler. Gardez ça en tête pour le moment. On va garnir notre pain avec du sésame dans ce cas-ci aujourd'hui, mais si vous voulez mettre des noix, des graines de tournesol ou n'importe quoi, n'hésitez pas, c'est faisable. Une petite spatule en plastique pour vous aider à travailler, ça va vous éviter de vous salir les mains. Un linge à vaisselle pour protéger votre pain quand il va gonfler. Et bon, je pense que c'est à peu près tout. Donc si on commence, si vous avez accès à la feuille, vous allez remarquer que sur la feuille, j'ai résumé en 12 étapes la production d'un pain. C'est souvent ça qui est mélangeant quand on fait du pain, de savoir où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis tous les pains se font à peu près exactement de la même façon. Donc si vous comprenez cette logique-là, ça va vous aider. J'ai mis une feuille qui explique aussi des choses de base sur c'est quoi la farine, l'eau, le sel, c'est quoi les effets que chacun a sur la production du pain. Puis, la dernière feuille, bien sûr, c'est la recette que vous allez voir qui va vous expliquer les 12 étapes et les ingrédients à utiliser. Donc, si on regarde, première étape de notre recette, c'est la mise en place, c'est de s'assurer, qu'on a tous les ingrédients, de regarder notre recette et de commencer à mesurer tous les ingrédients. À cette étape-ci, je vais juste prendre quelques secondes dans l'explication de la recette pour expliquer un concept en boulangerie qu'on appelle des pourcentages de boulangerie. Vous allez remarquer sur votre recette qu'il y a les quantités en grammes, les quantités en tasses parfois, mais il y a aussi un pourcentage au bout. Puis ce pourcentage-là est très pratique quand vous voulez faire des recettes de boulangerie. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est qu'on part d'un ingrédient de base qui est la farine. La farine, ça va être notre 100%. Donc, par exemple, si j'ai 100 g de farine, bien, notre 100 g de farine, c'est notre 100%. Ensuite, on a l'eau. L'eau, idéalement, on ne doit jamais baisser en bas de 70%. Le minimum que j'ai essayé qui fonctionnait bien, c'était 67, mais c'était la limite de sec. 70%, on est sûr de ne pas se tromper. Si on peut faire un peu mieux, si on peut en rajouter un peu, c'est bien, mais ça fait une pâte plus collante, plus difficile à travailler. Donc quand on est débutant, à 70%, on ne se trompe pas. Donc 70% de 100 g, on sera à 70 g d'eau. Les deux autres ingrédients ensuite, c'est la levure et le sel. Les deux, dans ce cas-là, ça va être 2%. Donc 2% de sel, 2 g, 2% de levure, 2 g de levure. Si on prend une recette à 500 g par exemple, bien, notre 500 g de farine, c'est notre 100%. 70 g d'eau, ça serait 350 g. Puis 2% de levure, ça serait 10 g de levure et 10 g de sel pour un autre 2%. La levure, le 2%, c'est le maximum vraiment qu'on doit mettre. On ne doit jamais dépasser ça, puis c'est même beaucoup à la limite. Mais on est sûr de ne pas se tromper. En 2% de levure, vous pouvez prévoir que votre pain va doubler en 1h30 facilement. Si vous l'essayez, si vous mettez 1% de levure, bien, vous allez augmenter votre temps de lever, donc peut-être environ jusqu'à 3 heures, mais le pain va avoir beaucoup plus de goût, ça vaut la peine à ce niveau-là. Donc c'est tous ces ingrédients-là, puis c'est ça la magie du pain un peu, de varier un peu la température de l'eau, la quantité de levure, etc., pour aller chercher le maximum de goût, mais on va en reparler dans un autre atelier. Donc si on s'installe puis on regarde nos ingrédients, premier ingrédient, la farine. Comme on a expliqué, la farine, c'est notre 100%, c'est notre quantité de base. Dans le cas de cette recette-là, on va avoir 400 g de farine. 400 g de farine, vous avez le choix de la faire soit à 400 g de farine blanche ou non blanchie, dans le fond, la farine tout usage, ou un pourcentage de blanche et de blé entier. Donc, dans l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, c'est environ 350 g de farine blanche, puis 50 g de farine de blé entier, juste pour donner un petit goût. Vous y allez avec, moi, ma famille, c'est cette quantité-là qu'elle aime, vous y allez avec la quantité que vous voulez. Mais dites-vous juste que plus vous rajoutez de farine de blé entier, plus les proportions d'eau et de reste, plus la manipulation va être difficile parce que le blé entier, ça boit beaucoup d'eau, puis c'est un peu plus difficile à travailler. Donc, on commence avec nos ingrédients. On prend la farine, on met notre bol, on met notre balance à 0, on s'assure que tout est beau. Donc, on allume notre balance. On met notre plat, qui nous dit qu'il pèse environ 230 g. On le remet à 0. Comme ça, on est sûr que la quantité d'ingrédients qu'on va mettre est la bonne. On commence à verser. Donc, vous voyez environ, j'ai mis 343 g de farine blanche. Puis le reste, jusqu'à 400, je vais mettre la farine de blé entier.
c'est une bonne quantité, ça rajoute justement le petit goût santé, puis ça rajoute un petit côté nutritif sans rendre le pain trop... avec un goût trop prononcé dans le fond. Donc on avance. C'est pas grave si vous avez 401 grammes ou 358 grammes, on n'est pas dans une science très précise. Tant qu'on est à peu près dans la bonne quantité, on est bon. 8 grammes de levure. Il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, il y en a qui vont dire que c'est une quantité de référence. Dans le fond, c'est 2% de la quantité de farine. Donc, idéalement, ça serait 1% dans les vraies règles. J'essaierai de faire une autre vidéo qui explique plus en détail l'impact de la levure sur le goût et la fermentation. Mais disons, pour mettre toutes les chances de notre bord aujourd'hui, on va y aller avec 8 grammes de levure. Je peux vous garantir que ça va fonctionner et votre pain va être beau. 8 grammes de sel, donc encore là, 2% de la quantité de farine, 8 grammes. On verse. Si votre balance, vous n'avez pas une petite balance comme ça, qui ne coûte pas si cher que ça, mais qui vaut la peine, prenez votre balance ordinaire, mais faites juste attention, mesurez-la 2 fois parce que des fois les balances sont traîtres pour des petites quantités. Quand vous mettez votre sel, votre levure, assurez-vous de le mettre séparé l'un de l'autre. Puis souvent j'utilise comme un système de cadran si j'ai du sucre ou du lait en poudre ou des choses comme ça, je le mets à distance différente pour pouvoir voir tous les éléments. On n'avait pas vu, mais la levure était déjà intégrée dans la farine. J'ai pas mis le sel par-dessus la levure, c'est une chose à faire attention, parce que des fois on peut brûler notre levure. Donc on met les deux séparés, on se prend une cuillère, on mélange les ingrédients, puis quand la farine, la levure et le sel est tout bien mélangé, on met notre plat sur la balance, on remet à zéro, puis là on verse notre eau. Dans ce cas-ci, on parle de 67 à 70% d'eau, donc environ 280 grammes. Pourquoi 67 à 70? Ben, j'ai fait à peu près tous les tests possibles. 67, c'est la quantité minimum que vous avez de besoin. 70, c'est une valeur sûre. Vous pouvez mettre plus d'eau, mais ça risque d'être difficile à travailler puis collant dans les doigts. D'où l'utilité de cette petite spatule-là quand vous commencez puis votre eau est intégrée. Vous ne mettez pas les doigts directement dedans, fait que vous vous assurez de ne pas avoir toutes les mains toutes gommantes. Donc, vous pouvez faire ça avec une cuillère de bois ou avec n'importe quoi d'autre, mais si jamais vous pouvez mettre la main sur une corne qu'on appelle, ça va aller beaucoup mieux. Donc là, on est en accéléré, on voit un petit peu, à force de mélanger les ingrédients, on veut que l'eau, la farine absorbe le maximum d'eau possible avant de commencer à pétrir. Donc c'est un truc, dans le fond, on a juste un bol à nettoyer enfin, puis une fois que tout est intégré et que ça commence à prendre forme, là on peut se permettre de le verser sur notre planche ou sur notre comptoir propre. On évite le gaspillage, on récupère un peu tout ce qui est collé partout autour. Puis, la spatule encore est pratique. Vous pouvez faire ça avec une langue de chat ou une maryse, comme on dit. Et l'idée, c'est de ne pas de gaspiller, puis pas mettre plein de farine sur notre comptoir. On a tout mesuré au gramme près, on ne va pas commencer à rajouter plein d'autres farines. Normalement, avec les quantités que je vous donne là, ça devrait être bon. Pour le pétrissage, comme vous pouvez voir, c'est pas compliqué, il n'y a pas une technique. En gros, c'est d'étirer votre pâte, la ramener, tourner à 90 degrés. On va en accélérer un petit peu. Mais vous voyez que c'est toujours le même mouvement, puis ça n'a pas besoin. Moi, des fois, je pétris 3 fois, je tourne après, puis là, je ramasse. Mais l'idée, c'est d'étirer, ramener, tourner. Étirer, tourner, ramener. Non, étirer, mélanger. Étirer, ramener, tourner. L'autre technique, c'est une technique inversée qu'on appelle, où est-ce qu'on peut prendre la pâte d'un bar, la claquer sur le comptoir et la ramener dans l'autre sens et tourner à 90 degrés. Technique un peu plus dangereuse parce que vous pouvez lancer des projectiles de pâte, mais ça fonctionne bien, c'est drôle, puis ça défoule. Donc, c'est selon vos goûts, le résultat ne sera pas mieux dans un cas ou l'autre. Ça dépend aussi de l'hydratation de votre pâte. Si votre pâte est trop sèche, ça ne marchera pas, cette technique-là. Pour la quantité d'eau, fiez-vous dans le fond à vos sens. Vous voyez un peu à quoi la pâte ressemble dans la vidéo présentement. Si votre pâte est trop sèche, puis il reste plein de farine sur le comptoir, bien, rajoutez juste un petit peu d'eau. Si la pâte est trop collante, vous avez une boîte devant vous, bien, rajoutez un peu de farine jusqu'à temps que vous avez une pâte qui ressemble à ça. Au début, elle peut avoir de l'air collante, puis là, on veut rajouter de la farine, mais idéalement, on y va avec un pétrissage qui dure en moyenne 10 minutes. Donc là, c'est accéléré, mais c'est une bonne marge de référence, une bonne unité de référence 10 minutes. Ça vous donne un résultat, dans le fond, vous voulez une pâte qui est uniforme, qui est pas pleine de craques, pleine de trous, vous voulez une belle boule, dans le fond, où est-ce que tous les ingrédients sont mélangés.
Puis vous voulez un résultat, on appelle ça élastique mais non collant. Donc la pâte ne colle plus après mes doigts, mais si je la prends entre mes doigts, je sens qu'elle s'étire tranquillement. C'est sûr qu'elle n'est pas liquide complètement, mais on sent qu'elle est molle un peu. La troisième étape, c'est la fermentation. Donc la fermentation, c'est là que le goût se développe dans la pâte. C'est là souvent que les gens manquent leur goût parce qu'ils ne laissent pas assez ou trop longtemps leur pâte se développer. Donc à cette étape-là, vous pouvez reprendre votre bol d'origine, même s'il n'est pas lavé, c'est pas grave, c'est les mêmes ingrédients qui sont dedans. Vous pouvez mettre un peu de vaporisateur. J'ai un vaporisateur, moi, à l'huile d'olive sans goût, parce que vous ne voulez pas rajouter un goût à votre pâte nécessairement. Ou vous pouvez rajouter juste un petit peu de farine dans le fond pour éviter que ça colle, mais vraiment une petite quantité. C'est pas grave si ça colle à la fin, c'est juste l'idée qu'on ne veut pas nous rendre la vie trop compliquée, fait qu'on en met un peu. C'est pratique. On peut la mettre dans un sens ou dans l'autre, ça ne dérange pas au développement du processus. L'idée à cette étape-là, c'est qu'on veut que notre pâte se repose. On ne veut pas de courant d'air. On ne veut pas que l'air touche à notre pâte parce que sinon, il y a une croûte qui va se former, puis la pâte ne pourra pas gonfler. Donc, une première affaire qu'on peut faire, c'est un linge sec, pas le linge humide de nos grands-mères qui disaient, c'est plein de bactéries. Donc, un linge propre, dans le fond, qu'on met directement dessus. Et idéalement, moi j'ai un grand sac de plastique propre que j'utilise pour ça, qui va venir sceller l'air un peu, parce que juste le linge, c'est pas assez, l'air va passer à travers. Et l'avantage du linge, c'est que le plastique ne touche pas à notre pâte et vice-versa. Donc, c'est une bonne solution pour garder notre pâte et la faire lever. À cette étape-là, dans le fond, vous voulez trouver un endroit sans courant d'air, chaud, et qui va vous permettre de ne pas déranger votre pâte durant le temps du développement. Parce que c'est... Donc, un truc pour la faire lever, que moi que j'aime bien, c'est de prendre une tasse d'eau que je vais mettre au micro-ondes. Je vais la faire réchauffer peut-être 2-3 minutes. Pas besoin qu'elle bouille nécessairement, mais qu'elle devienne quand même assez chaude pour qu'elle dégage la vapeur. Donc, dans ce cas-ci, je mets un exemple de 2 minutes. Quand le 2 minutes est terminé, je rouvre le micro-ondes. Je tasse ma tasse d'eau un peu. Idéalement, on va avoir de la place pour les deux. Je remets ma tasse d'eau dedans. Je ferme la porte, c'est sûr, je ne pars pas le micro-ondes. Faites bien attention. Mais le micro-ondes, c'est un endroit où est-ce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de courant d'air, je veux dire. C'est chaud, puis c'est beau. Puis vous voyez, après 1h30, vous devrez avoir une pâte qui ressemble à ça, qui a gonflé dans votre bol, qui est pleine d'air, puis avec laquelle on va pouvoir décider comment on va la traiter, puis comment on va la former. Vous la renversez, si elle est coopérative, elle va sortir du bol du premier coup. Sinon, ben, vous y allez avec soit vos doigts, soit une spatule, puis vous venez enlever la pâte directement. C'est pas grave si l'air sort de votre pâte. À cette étape-là, vous pourriez prendre un moule à pain ordinaire, dans le fond traditionnel, que si vous auriez un vaporisateur, encore là, vous le vaporisez complètement le fond pour éviter que votre pain colle, dans le fond, bien vaporisé. Et pour faire la forme du pain, vous faites juste ramener la pâte vers le milieu d'un bord, ramener la pâte encore vers le milieu de l'autre bord, vous scellez les joints avec vos doigts, et vous ramenez le tout une dernière fois, et vous scellez bien. Là, je scelle rapidement, mais ça serait de bien sceller la pâte en dessous. Vous la remettez dans votre moule à pain, et ça vous ferait un beau pain gonflé. Dans le fond, après la période de levée, vous auriez un pain qui se rendrait jusqu'au bord, et dans le fond, qui serait prêt pour la cuisson. Une autre technique, si vous avez de la visite, puis vous faites une soupe par exemple, puis vous voulez servir des petits pains, vous pouvez prendre votre balance, puis séparer votre pâte en quantité égale dans un plat en Pyrex. Donc, vous mesurez, si votre pâte pèse 720 grammes, ben vous divisez par 12, ça donne 60. Et vous faites des 12 boules, dans le fond, de grosseur égale, réparties dans votre plat, qui aurait été huilé avec une huile, justement, un vaporisateur ou quelque chose pour éviter que ça colle. C'est ça, ça fait des petits pains mous qui sont super agréables. Puis toutes les trois techniques que je vous montre, dans le fond, cuisent de la même façon au four. C'est juste le résultat, la forme qui est différente. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment une boule. Le mot boulangerie vient de boule. Puis la boule, on va la cuire dans une bonne vieille rôtissoire. C'est une technique que j'ai appris qui donne des super beaux résultats. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette rôtissoire-là, on va la mettre au four tout de suite, vite. On va réchauffer notre four
et la rôtissoire va devenir très chaude. L'avantage, c'est que ça crée un environnement fermé dans lequel le pain va pouvoir gonfler. Toute l'humidité que le pain va dégager va rester dans la rôtissoire. Ça va faire un pain qui a une plus belle forme. Donc la boule, c'est un peu comme le principe du dumpling, si vous voulez, la technique la plus simple, parce que vous scellez le bas, puis vous vous assurez que votre boule est bien faite, puis qu'il n'y a pas de plis, puis tout est bien formé. Dans le cas de ce pain-là, ce que je veux faire, un petit extra, qui n'est pas absolument nécessaire, mais je rajoute une belle petite touche. Si vous voulez mettre une garniture, je voulais vous montrer la technique. Vous mettez vos garnitures dans une assiette, puis dans l'autre assiette à côté, vous prenez un linge, un essuie-tout, que vous humidifiez, vous passez en dessous de l'eau. Vous roulez votre pain, votre boule de pâte dans le papier humide et vous roulez la boule humide dans pas l'assaisonnement, mais la décoration que vous voulez mettre. Dans ce cas-ci, les graines de tournesol. Vous vous assurez que votre boule de pain est encore bien faite. C'est normal qu'elle a perdu un peu de forme, mais ça pardonne quand même beaucoup. Ça va regonfler puis ça va reprendre forme par après. Un truc qui va bien, prendre un petit peu de papier parchemin parce que c'est plate de manipuler la boule une fois qu'elle est gonflée, ça va devenir de plus en plus difficile. Puis vous la déposez sur le papier parchemin et ça va vous permettre de manipuler votre pâte après ça pour les autres étapes qui restent à venir beaucoup plus facilement. Vous pouvez reprendre votre bol d'origine ou un bol propre, vous recouvrez votre pâte pour 40 minutes environ, la prochaine étape. C'est l'étape en anglais qu'on appelle du proofing, donc on veut une preuve comme quoi que notre pâte a encore un peu d'énergie à donner. Dans le meilleur des cas, on veut mettre la pâte au four environ à 75% de son développement. Dans le fond, on va vouloir que la pâte soit gonflée, mais pas totalement gonflée. Et le reste du gonflage va se faire dans le rôtissoir qu'on va faire cuire. Je vais vous montrer la technique tantôt. Donc dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai ma rôtissoire qui est sortie du four, qui est très chaud. Je l'installe sur mon comptoir. Je me mets des gants pour être sûr de ne pas me brûler. Faites bien attention de ne pas vous brûler. Je ramène ma boule de pâte. Vous voyez, elle a gonflé, elle a repris une belle forme. Elle va gonfler encore un peu plus au four. Je la prends avec le papier. Donc l'avantage du papier parchemin, ça me permet de manipuler facilement. Puis ensuite, si vous avez une lame de boulanger qu'on appelle, mais idéalement, je pense que vous avez plus un bon couteau à la maison, vous allez venir faire une entaille sur le pain, une ligne droite dans le fond, en plein milieu, ou si vous voulez faire un X ou un dessin, c'est pas grave. L'idée, c'est que votre pain va gonfler au four et il risque de fendre. Mais tant qu'à fendre, on veut dire où fendre. Donc la ligne comme ça, la coupe qu'on va faire, va dire, ben si t'as à gonfler puis t'as à fendre quelque part, ben suis le beau dessin que je t'ai fait au moins pour que ça soit agréable à l'œil et que ça soit beau à voir. Si on le fait pas, ça va gonfler pareil, mais ça risque de fendre en dessous ou fendre bizarre, puis on ne sait jamais trop le résultat. On remet le couvercle, on s'assure que le couvercle est bien fermé. On va le mettre au four pendant 15 minutes. Après 15 minutes, notre pain va être cuit, mais blanc, pâle, mais il va avoir pris de la forme un peu. Notre four est environ à 375 dans ce cas-là. Vous voyez le résultat que ça donne un pain blondinet un peu. Si vous aimez votre pain un peu plus foncé, ben mettez-le à 400 et surveillez-le. Mais ça reste quand même qu'un premier 15 minutes avec le couvercle, puis un autre 15 minutes sans couvercle, puis vous le surveillez, dans le fond. Puis la façon de savoir si votre pain est prêt, une bonne vieille technique que j'ai appris, moi, c'est avec un thermomètre à viande. On sait que la mie est prête quand la mie est à entre 200 et 210 degrés Fahrenheit de température. Donc en mettant une sonde comme ça à l'intérieur, on peut voir où notre température est rendue. Et comme dans ce cas-ci, vous voyez 204, 205. Je sais que ma mie est belle à l'intérieur, puis c'est pas une pâte gommante, pas cuite. Donc ça m'évite des fois, trop souvent au début, je faisais des pains, puis le milieu était pas cuit, mais l'extérieur avait de l'air beau, fait que c'est dur à savoir. Si jamais votre pain n'était pas prêt, on aurait pu le remettre au four, laisser la sonde dedans, puis mettre l'alarme pour 210 degrés. Puis l'alarme aurait sonné pour nous dire quand notre pain aurait été prêt, tout simplement. Je laisse la sonde parce que je veux pas que l'humidité sorte. Puis, vous voyez, c'est ça. Ça vous donne un beau petit résultat facile à faire en dedans de quelques heures. Puis, vous allez pouvoir être fiers de dire que vous avez fait du pain maison et montrer ça à tous vos amis.